Merci Norman d'être avec moi aujourd'hui. Donc avant de commencer à parler de l'œuvre du serpent, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a amené vers les littératures de genre. Alors déjà, vers la littérature, c'est déjà quelque chose, parce que j'étais pas du tout prédestiné, entre guillemets, à faire de la littérature, parce que moi, c'était un hors-champ total. On m'avait toujours dit, non, la littérature, c'est pour ceux qui savent écrire. Toi, tu fais des fautes d'orthographe, t'es nul, laisse tomber. Et du coup, pendant des années, j'ai toujours voulu écrire des histoires, et pendant des années, je me suis cherché, j'ai fait de la musique, j'ai fait du cinéma. Enfin, du cinéma, c'est un bien grand mot. J'ai fait de l'audiovisuel, donc j'ai fait des web-séries, des courts-métrages, pour essayer de trouver une manière de m'exprimer. Ça a eu beaucoup d'échecs. Du coup, je me suis dit mince, c'est pas ça. Et un jour, je me suis dit bon, allez, il faut que j'essaie d'écrire. J'ai écrit une nouvelle de genre, mais c'était pas un choix. Je me suis pas dit il faut que j'écrive une nouvelle de genre. Et ça m'a pris 3 jours, et pendant 3 jours hors sol total, j'étais trop bien. Et là, je me suis dit, ok, il se passe un truc, et la nouvelle a été publiée derrière, donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, faut que je creuse dans cette voie. Après, de genre, j'ai pas l'impression, en fait, pour moi, le genre, ça a pas de sens. Ça a un sens pour les lecteurs, pas pour l'auteur. Je me dis jamais, tiens, je vais écrire une histoire d'horreur. Je me dis, quelle émotion je vais susciter. Je pense plutôt en termes d'émotion. Et après, comme j'ai pas de limite de genre, du coup, eh ben ça m'empêche pas d'aller dans des territoires voilà. D'accord. Et donc l'œuvre du serpent, on a la planète qui nous fait une sale blague quand même. Alors tout est cassé, mais pas que. C'est quoi les synchronicités? Alors les synchronicités, on a des personnages qui vont avoir certains personnages, des personnes qui auraient dû mourir, qui sont pas mortes, en fait, qui vont développer un pouvoir qui est de percevoir les synchronicités. C'est un terme développé par Carl Jung qui veut dire les coïncidences, en gros. Et on va suivre des policiers, eux, qui vont utiliser ce don pour retrouver les criminels. Et ils vont entendre une chanson qui va parler d'un hibou, ils vont voir un hibou sur une fenêtre, et ils vont suivre comme ça les pistes dans un Paris que j'ai du coup remodelé, fissuré, et voilà. Et ce qui est marrant, alors au début, quand on commence à voir les synchronicités, c'est quand même complexe le principe. Donc il y a toute une première phase où on le travaille avec Nathaniel, ouais. Et Nathaniel, il va pas aller bien après. Non, effectivement, on a un personnage principal qui est très très bon donc c'est un policier qui est très très bon dans ce don, et ça me permet du coup dans une première scène d'expliquer comment ça fonctionne exactement ce système. Et après, ce personnage va se faire agresser, il va perdre ses yeux, et comme les yeux servent à voir les pistes, et ben il va complètement abandonner jusqu'à ce que une équipe de policiers qui ont le don le récupèrent, parce que eux, ils sont complètement à la ramasse parce qu'ils savent pas aussi bien faire que lui, et font appel à lui parce qu'il y a une sorte de serial killer qui commence à faire son apparition. Ce qui est intéressant avec Nathaniel, c'est que le personnage, on se pose toute la question tout au long du roman. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quoi, Nathaniel? Alors Nathaniel, en fait, justement, j'ai créé mes personnages en fonction du savoir, et ils ont tous une quête de savoir. Et lui, il veut savoir la vérité. Lui, dès le début, quand il rentre chez lui, il a plein de petites pierres, etc. Il a une sorte d'obsession pour les pierres, parce que il pense que ça va lui donner la révélation du pouvoir qu'il a, parce que le pouvoir s'est déclenché parce que les humains ont trop creusé dans la terre. Et donc du coup, il a l'impression qu'en collectionnant ces pierres, il va trouver une vérité. Quand il va perdre ses yeux, il va vouloir savoir à tout prix qui c'est qui lui a pris ses yeux. Et en fait, lui, il pense que savoir va le sortir de son marasme. Il pense que c'est la solution à tout. Et les autres personnages ont d'autres points de vue. Oui, et on a notamment Milo. Alors c'est le deuxième personnage qui a particulièrement marqué. Oui. Il a le don mais pas trop, ou il a le don mais il sait pas s'en servir. Il a l'air un peu jaloux. Ouais, alors Milo, il a tous les défauts effectivement un personnage jaloux. Lui, il peut même être insupportable au début du roman parce que il est un peu nul, il est pas à sa place, et c'est quelqu'un qui est vraiment à côté de ses pompes, et il sait pas pourquoi. Et lui, il cherche pas en fait à résoudre le problème, il subit. C'est un personnage qui subit, et en fait, c'est un des personnages que j'aime beaucoup parce que lui, dans sa quête de savoir, en fait, il a quelque chose à savoir, mais il sait pas que cette chose existe. Et d'ailleurs, moi, quand je l'ai écrit, ce personnage, je savais pas que cette chose existait aussi. Je voulais un personnage comme ça, un peu qui avait un problème de personnalité, et je l'ai appris en même temps que lui presque. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, ah mais oui, c'est incroyable ça. Donc ça, c'était un moment assez drôle.
Et ce qui est intéressant dans ton roman, c'est que chacun des personnages a un peu sa petite faille. On a l'impression d'avoir des vrais personnages, pas des caricatures ou manichéens. Tu attaches beaucoup d'importance à cette dynamique. Oui, alors ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que c'est toujours ma peur absolue, c'est que je sois trop manichéen, trop figé et que ça soit pas assez réaliste comme personnage. Mais effectivement, je les construis par leur faiblesse. Quand je construis un personnage de n'importe quelle histoire, je prends d'abord la faiblesse parce que je trouve que c'est le point moteur d'un personnage. Quand on trouve une bonne faille, une faille vraiment intéressante, ça nous donne un truc hyper complexe. Et après la faille, je cherche son objectif, et souvent son objectif il est complètement décorrélé de sa faille. Et c'est assez drôle de voir comment un personnage comme ça évolue. Et surtout les confronter ensemble avec leurs propres failles, et c'est un vrai bac à sable que j'adore. Et l'autre élément qui m'a un peu perturbé et qui m'a rappelé d'autres romans, j'ai pensé à Asimov, Okay. C'est que finalement tu as créé les synchronicités avec toute une règle de fonctionnement, ouais. Et on a l'impression qu'à partir du moment où il y a cette enquête qui démarre avec le tueur en série, tu as trouvé le moyen de contourner les règles que tu avais toi-même établies. Bah oui. Alors Asimov, je m'y suis mis récemment, je m'y suis mis après le roman parce que je me suis dit il faut quand même que je vois ce que c'est. Et effectivement, il établit ces trois lois et après il part complètement, il pousse le plus loin possible. Mais je pense que c'est ça qui est hyper important, même quand on apprend à écrire, il y a des tonnes de règles pour faire bien un personnage, pour construire bien une histoire, pour faire un rythme, etc. Et en fait, l'important c'est de maîtriser les règles pour pouvoir après les transcender. Et je pense que dans la vie, c'est un peu pareil pour tout. En fait, on adore connaître les règles. Quand on maîtrise quelque chose, on connaît les règles et ensuite on s'amuse à les transcender. Et bah c'est ce que j'ai fait avec mes synchronicités. Et parmi alors on n'a pas parlé du tisseur, mais ça serait trop risqué de dévoiler de l'intrigue. Par contre, on a une dimension artistique qui est très présente. J'ai trouvé qu'il y avait des questionnements d'une part entre à quoi on est prêt pour l'art, jusqu'où on peut aller, et d'autre part a aussi la question de qui possède l'art. C'est des thématiques qui toi te résonnent? Bah évidemment, parce que comme j'ai voulu faire de la musique avant et du cinéma, je me suis vraiment confronté au milieu de l'art et ça a toujours été pour moi un truc hyper important. Et je pense qu'une société est malade si l'art est malade au sein de la société, et ça j'en suis convaincu. Et après, moi, du coup, évidemment, dans mes échecs perpétuels à vouloir essayer d'exprimer des choses et de voir aussi tous les gens autour de moi qui essaient d'exprimer des choses et qui ne sont pas entendus, c'est quelque chose qui m'a un peu brûlé de l'intérieur en me disant mais il y a quand même quelque chose qui va pas, parce qu'il y a trop de lumière sur des gens qui des fois font vraiment des trucs on s'en fout quoi, et on se rend bien compte ce qui se passe, et alors que tous ceux qui sont en bas, il leur arrive rien, et il y a un plafond de verre qui est increvable, et il faut un coup de chance inouï pour arriver à le passer. Et ça, ouais, ça m'a toujours perturbé. Et dans le roman, du coup, c'est ressorti parce que le roman parle vachement de réalité, la manière de percevoir la réalité. Et c'était mon thème principal un peu. Donc réalité, de savoir. Donc savoir, mais savoir quoi, quelle réalité. Et du coup, l'art pour moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup sur la réalité. Je l'ai souvent dit, mais quand j'écris mes personnages, j'ai l'impression qu'ils sont réels. J'ai l'impression qu'ils vivent, comme je te disais tout à l'heure avec Milo qui m'a fait la surprise et qui m'a fait une révélation à moi, l'auteur. Je me suis dit mince. Et autant je suis un auteur architecte, contrairement à un auteur jardinier qui va tout faire au fil de la plume. Moi, je fais un plan. Même en ayant un plan nickel, bien ficelé, mes personnages me surprennent tout le temps à faire un pas de côté. Et, oh non, pourquoi il fait ça? Et du coup, ce rapport à la réalité, je me suis dit que l'art pour moi c'est le lien parfait en fait, de mon point de vue. Et tu parlais de la musique en disant que tu faisais de la musique. Alors j'ai cru voir que t'en faisais encore. Moins. Ouais, bah beaucoup moins. Maintenant, j'en fais pour moi. D'accord, parce que j'ai été écouter aussi ce que tu faisais. Alors j'ai écouté Dive Bar. Ouais, ok, Dive Bar, voilà. Ok, Dive Bar, ça fait un moment. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte de différent par rapport à l'écriture? Alors la musique, ce que ça m'a apporté, c'est une immédiateté, un compagnonnage aussi qu'on n'a pas en écriture, on est tout seul. La musique, c'est génial parce qu'on a le droit de se tromper.
On a le droit. Alors en écriture, on peut le faire, mais on peut faire des nouvelles et puis se tromper. Mais il y a une sorte on sacralise un texte en écriture plus qu'en musique. On peut faire une nouvelle chanson, c'est pas grave. C'est admis qu'on fasse. Et donc on peut se tromper, on peut faire des essais, on peut partir dans des directions complètement n'importe quoi, faire une chanson de 15 minutes si on en a envie, sans parole. Et ça m'a appris une sorte de liberté aussi dans les paroles. J'ai des textes très surréalistes. Des fois, ça veut rien dire du tout. Enfin, en tout cas, de prime abord. Et peut-être une liberté de création. Et après, ça m'a appris beaucoup sur la manière de créer. Mais ça a été très très dur pour arriver à être entendu. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, alors j'ai relevé la citation directement. J'ai été voir un échange que tu as eu avec les camarades de Cruz-Navor, une interview sur lequel tu as dit: tous les choix que vous faites en tant qu'auteur ont une signification. Il n'y a pas d'histoire qui ne dit rien. Oui. Tu fais partie de ces auteurs qui considèrent que le texte a un message nécessairement. Ouais, je pense. En fait, malgré nous, même on fait l'histoire la plus simple du monde, on fait un film d'action, enfin un film ou un livre d'action, une histoire amoureuse, un truc très simple. En fait, ça dira toujours quelque chose. Et souvent, c'est souvent la fin qui détermine le message final, le mot de la fin. Et ouais, on dit toujours quelque chose, et j'ai très peur des auteurs qui pensent qu'ils disent rien, qui pensent qu'ils font ça juste pour s'amuser. Ça me fait terriblement peur parce que j'ai l'impression qu'ils vont certainement pas maîtriser ce qu'ils vont dire et qu'ils seront pas conscients qu'en fait il faut transmettre un message. Et le message, ça peut être, je sais pas, dans une romance, ça peut être l'injonction à l'amour. J'en sais rien, je dis des trucs au hasard. Et j'ai très peur de ça, et moi du coup je fais toujours très attention à ce que je dis. Et récemment il y a un lecteur assidu qui a vu des choses dans mon texte que j'avais pas prévues, et ça m'a perturbé. Voilà. Et du coup aujourd'hui, est-ce que tu as des retours sur l'œuvre du serpent, sur la perception du public? Oui. Est-ce que tu es content? Alors oui, je suis très content. Les gens alors j'ai ce que je voulais, parce que je voulais susciter la curiosité. Mon émotion, c'était la curiosité, donc la recherche du savoir. Donc ça va, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y aura après cette page, qu'est-ce que c'est que cette œuvre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et j'ai l'impression que c'est réussi parce que les gens ont tous trouvé ça assez original de ce que j'ai entendu, et sont assez curieux de l'objet, et même de tout ce délire autour des synchronicités. Donc j'ai l'impression d'avoir assez réussi ce pari. Voilà. Et c'est pas la seule parution que tu as, parce que tu as une petite nouvelle, Le Gardien Blanc, chez 1115. Ouais. Tu nous en parles un peu? Ouais. Alors, Le Gardien Blanc, alors 1115, d'abord, c'est une aventure parce que je les ai rencontrés pendant un salon au Voyageurs Immobiles de Cherbourg, il y a je sais plus combien de temps, en 2020, je crois, je sais plus. Mais non, ça me paraît, je sais plus. Et en fait, on s'était bien entendu, et ils ont un concept que je trouve génial, c'est qu'ils font des tout petits textes courts qui en plus peuvent savoir par abonnement. Donc on s'abonne et tous les mois on reçoit un texte dans sa boîte aux lettres. Et alors moi j'ai trouvé ça génial parce que dans les salons on voit un petit peu toujours les mêmes choses, et je me dis mais il faut susciter la curiosité des gens, il faut ramener les gens vers l'écriture, vers la lecture. Et souvent, je vois les gens qui disent plus, ils vont voir des gros pavés, ils vont se dire, oh là là, non, l'histoire me plaît, ça a l'air bien, mais j'y arriverai jamais. Et je me dis, mais pour les ramener, ces gens-là, il faut des petites choses, des petites nouvelles, il faut revenir aux nouvelles. Et je trouve que 1115 le font bien, donc je voulais à tout prix publier chez eux. Et j'ai mis du temps avant d'arriver à ce qu'ils publient un de mes textes, parce que ils ont une ligne très imaginaire, alors que moi je suis un peu à cheval entre l'imaginaire et la blanche. J'ai quelques curseurs qui sont imaginaires, mais je suis pas rentré complètement dedans. Et donc là j'ai dû me mettre dedans, et j'ai inventé l'histoire d'un être supérieur, une sorte d'être une sorte de Superman qui est capable de détruire la Terre en un claquement de doigts. Et en fait l'histoire, c'est sa relation avec son psy qui, lui, a la lourde tâche de faire en sorte que cet être ne pète pas un câble. Parce que cet être commence à se dire, si je peux le faire, pourquoi je le ferais pas? Et voilà, toute l'idée est partie de là. Et ce qui est intéressant dans ce petit texte que j'ai lu, oui. Effectivement, je valide le côté chronophage qui est vraiment sympa. C'est la vue du petit, finalement. Pour une fois, c'est la vue du petit, c'est le psy qui parle majoritairement, et avec cette solitude aussi du puissant. Enfin, c'est un peu les deux éléments que j'ai ressentis. Ouais, les failles. Encore une fois, le puissant qui n'a pas d'ego, d'ego de personnes comme lui, et d'égal. Et le petit, effectivement, qui est écrasé par cet être que tout le monde connaît, que tout le monde adule.
qui est pourtant hyper dangereux, et lui qui a un rôle mais hyper important. Et du coup, ouais, effectivement, je trouvais que ces deux personnages marchaient bien. Voilà, ça m'a fait marrer d'écrire ça. Et j'avais une question. La suite, j'ai cru comprendre que tu envisageais de faire un livre à 4 mains. Alors, non. C'est le truc avec ma compagne, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas un livre à 4 mains. En fait, à la base, c'était à la base de l'idée de l'œuvre du serpent. On devait pas faire un livre à 4 mains. On devait écrire ensemble les deux plans des deux livres, et que les livres se répondent par des effets miroirs. C'est pas le même univers, pas les mêmes personnages, etc. Mais par contre, on voulait qu'il y ait des objets en commun, des personnages qui avaient les mêmes objectifs et qui se répondaient entre eux, et que ça fasse presque un tout à la fin. Et on a déjà écrit le plan du premier livre, et en commençant celui de l'œuvre du serpent, ma compagne, elle avait d'autres choses à faire, elle a dit je peux pas, vas-y tout seul. Je suis parti tout seul à faire l'œuvre du serpent et je l'ai fini. Et donc ce livre-là, c'est normalement elle qui devrait l'écrire. Le plan existe, mais alors le plan il est hyper détaillé. Et maintenant il faudrait, mais faut lui mettre un peu la pression. Non, justement, pas de pression, pas de pression. Elle le fera quand elle le sentira, et voilà, ça existera quand ça aura besoin d'exister. Et donc là, aujourd'hui, tu pars en tournée pour l'œuvre du serpent. Un nouvel exercice pour toi, ou tu avais déjà vécu une campagne comme ça? J'avais fait une petite campagne comme ça. J'ai déjà vécu des salons avec mon premier roman, Le 7e continent. Mais il est sorti en octobre 2019. Mars 2020, boum, on sait ce qui se passe. Et du coup, on s'est pris les confinements, plus Covid. Donc du coup, le livre a un peu fait flop, même s'il a eu des très bons retours. Donc j'ai un peu connu ça en vagues successives, très espacées. Et là, non, c'est la première fois que je le vis. J'ai tous les week-ends, j'ai un truc. Et ça fait quoi d'être publié chez Loïs d'Ormesson? C'est très bizarre parce que au moment où c'est arrivé, j'étais dans le train, j'ai poussé un petit cri. Il y avait une personne à côté de moi, elle m'a fait « Mais ça va ?» Je fais « Oui, ça va très bien. » Mais en fait, comme ça fait 15 ans que je galère, j'ai toujours du mal à le rendre réel dans ma tête. Pour l'instant, c'est pas, même pourtant on est dans les locaux, mais pour l'instant c'est encore très, j'ai l'impression que ça peut disparaître à tout moment. J'ai l'impression que la loose, c'est un nuage qui est là tout le temps au-dessus de ta tête, et que ça peut encore arriver et qu'il va se passer un truc en fait, que demain ils vont m'annoncer un truc horrible, j'en sais rien, mais je le souhaite pas. Mais du coup j'y crois pas en fait, j'y crois pas encore. Je pense que j'allais dire, je pense qu'il faut 15 ans de succès pour annuler 15 ans de loose. Non, je pense qu'il faut, à mon avis, au moins 1 an pour vraiment que je me rende compte ce qui se passe. Parce que je pense que on comprend pas. Et du coup, je peux te souhaiter quoi pour la suite? Alors, pour la suite, ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est que j'arrive à publier un livre par an. Ça serait trop cool. Que j'arrive même à publier souvent des livres, et que les gens soient au courant, et qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, qu'ils me donnent leur avis, et que, en fait, d'exister. En fait, je pense que c'est ça la pire chose pour un artiste. C'est de ne pas exister. Quand on fait de la musique et qu'on joue devant 3 personnes, on a préparé le set pendant des heures et des heures. On a répété, on a créé des morceaux, on donne tout sur scène, on arrache nos tripes. Quand on a fait des courts-métrages, on sait ce que c'est qu'un tournage, c'est l'enfer. Quand on a écrit un livre, c'est 1 an de solitude où on est dessus. Et quand on n'est pas lu, quand on n'est pas vu, quand on n'est pas entendu, c'est atroce, qu'on a l'impression qu'on n'existe pas. Et du coup, c'est un peu horrible de se dire qu'on existe à travers nos œuvres, mais en fait, un petit peu. Moi, c'est un peu ma force vitale. Quand je ne crée pas, je m'éteins. Et quand je crée, je vis. Et si j'arrive pas à faire résonner ça avec le monde, ça a plus de sens en fait. Et ben voilà, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça existe, ça résonne. D'accord, merci beaucoup. De rien, merci à toi.